Madame, Monsieur, toujours dans l'actualité nationale, vous savez, les prochaines consultations électorales, c'est-à-dire les législatives et régionales, vont se tenir au plus tard à la fin du premier trimestre 2024 selon le gouvernement. Une nouvelle étape du processus a été franchie avec l'adoption de deux projets de loi par le Conseil des ministres. En effet, le code électoral va de nouveau subir des modifications suite à la proposition de scrutin couplé formulée par la Commission électorale nationale indépendante. Concrètement, la nouvelle version permettra donc de prévoir de nouvelles modalités et de revoir les délais impartis pour le dépôt des dossiers de candidature, le versement de cautionnement, ainsi que les délais pour rendre une décision en cas de recours. Le deuxième test porte sur la modification de la loi organique fixant le nombre de députés à l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles pouvoir au siège vacant. L'initiative est suite donc aux suggestions effectuées par le cadre permanent de concertation. Et vous savez qu'un décret est attendu dans les prochaines semaines afin de convoquer le corps électoral pour la prochaine étape du processus en cours. Mesdames, Messieurs, il ne fait aucun doute que nous irons aux urnes en 2024. Et vous savez, l'instruction donnée par le chef de l'État de faire en sorte que nous puissions donc organiser les élections législatives et régionales avant la fin donc du premier trimestre 2024, donc avant la fin donc du mois de mars 2024. Vous avez dans la foulée, la Commission électorale nationale indépendante a émis cette proposition là de pouvoir coupler ces scrutins là. Donc nous aurons un scrutin unique un scrutin en unique en deux. Donc nous aurons un même scrutin pour désigner nos représentants à l'Assemblée nationale, donc les nouveaux députés qui vont siéger pour la nouvelle mandature, pour la prochaine législature. Et ensuite nous aurons les scrutins régionaux qui seront les premières, qui vont parachever donc le processus de la décentralisation enclenché avec l'organisation il y a de cela 4 ans des communales. Et vous savez, cette démarche-là qui a été entreprise par les plus hautes autorités de notre pays ont rendu nécessaire donc de modifier le code électoral pour tenir compte de cette nouvelle donne-là, pour tenir compte de cette volonté donc de la Commission électorale nationale indépendante de pouvoir coupler ces deux scrutins-là, de pouvoir organiser en un seul scrutin les deux élections-là. Et ensuite, vous savez, la loi organique qui fixe donc le nombre de députés, dans quelles conditions ces députés seront élus et tout ça là, elle a été également modifiée pour pouvoir tenir compte d'un certain nombre de propositions qui ont été formulées au sein donc du cadre permanent et du cadre permanent et de concertation. Vous savez, je ne vais pas trop revenir sur les contenus, je ne vais pas trop revenir sur les dispositions qu'on retrouvera dans les nouvelles versions, qu'on soit dans la révision du code électoral ou dans la révision de la loi organique fixant donc le nombre de députés, les conditions et les modalités de désignation non, je ne vais pas trop m'attarder sur cela. Je voudrais aujourd'hui évoquer cet aspect-là parce que vous savez, il y a eu tout le débat autour de ce scrutin, il y a eu toutes les, comment l'appelle-t-on, il y a eu toutes les critiques, il y a eu toutes les sorties. Et comme moi j'ai l'habitude de le dire, et je le dis comment l'appelle-t-on, en assumant véritablement mes propos, je l'ai toujours dit, la majorité des hommes politiques mentent. Mes chers amis, la majorité des hommes politiques mentent. C'est-à-dire que quand vous êtes acteur politique, et ce que vous devez faire, c'est de mettre en place tous les artifices, tous les mécanismes pour pouvoir d'abord conquérir le pouvoir et ensuite l'exercer. Donc, dans ce processus-là de conquête et de l'exercice de pouvoir, il peut arriver que vous puissiez mettre en place des stratégies pour mentir aux gens. Ça veut dire que les stratégies que vous mettez en place, ça peut être constitué d'une grande partie du mensonge. Ça peut être basé sur le mensonge, véritablement. Donc, on ne va pas fermer la porte à cela, cette possibilité-là, pour que les hommes politiques mentent. Et l'expérience a montré que ce n'est pas propre à nous, à notre culture, à notre pays. Dans la plupart des démocraties, vous verrez, la plupart des politiciens mentent. La plupart des hommes politiques mentent. Vous savez, au-delà de tout ce qu'on peut dire, avec tout ce qu'on peut reprocher à ce processus-là, mais on peut le dire, on peut l'affirmer au fort que ce processus est inclusif, ce processus est participatif, ce processus est ouvert véritablement, ce processus est transparent. J'ai toujours dit que lorsque nous sommes dans un pays, lorsqu'on a des divergences sur un certain nombre de questions, et cela reflète véritablement comment je vais dire ça, cela reflète véritablement
la vision donc du chef de l'État, la vision du président de la République, qui est celui donc de dialoguer d'abord, qui est celle donc de dialoguer, de concerter avec tous les acteurs, de pouvoir trouver des mesures consensuelles, du moins de pouvoir trouver des mesures qui ont véritablement l'adhésion de la majorité des acteurs politiques. Et pour cela, le gouvernement a mis en place le cadre permanent de concertation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà des questions politiques qui peuvent être abordées dans ce cadre-là, au niveau de ce cadre-là, puisque c'est un cadre permanent, ce n'est pas un cadre, comment l'appelle-t-on, ce n'est pas un cadre circonstanciel, ce n'est pas un cadre, comment je vais dire ça, ce n'est pas un cadre occasionnel véritablement. C'est un cadre permanent qui constitue donc ce mécanisme-là qui permet donc à ce que tous les acteurs se retrouvent pour discuter des questions d'intérêt général. Donc, quand on parle des questions d'intérêt général, on parle également des questions politiques. C'est-à-dire que lorsque nous avons comment l'appelle-t-on, nous avons des griefs par rapport à un certain nombre de mesures qui sont prises, que ce soit dans le cadre du processus en cours, ou lorsque nous avons des propositions par rapport à un certain nombre de choses qui se font dans beaucoup de secteurs de développement de notre pays, mais que nous puissions également demander à ce que le cadre permanent de concertation se réunisse et que ces questions-là soient inscrites à l'ordre du jour et que des débats soient menés pour pouvoir trouver des solutions adéquates, des solutions consensuelles, des solutions participatives, des solutions inclusives pour que des décisions soient mises en place pour le bonheur des populations. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des acteurs qui sortent à longueur de journée. S'ils ne sont pas sur des chaînes de radio, comment l'appelle-t-on, sur des stations radio, soit ils sont sur des chaînes de télévision, soit c'est dans la presse écrite, dans la presse en ligne. Mais est-ce que le fait de sortir, de parler, de vociférer, de mener tout ce débat-là, est-ce que cela va contribuer à changer quelque chose? Non. Je pense que la décision la plus sage, je pense qu'il faudrait demander à discuter, il faudrait demander à dialoguer, il faudrait demander à ce que ces sujets-là que nous trouvons importants, ces sujets-là que nous trouvons, comment l'appelle-t-on, cruciaux par rapport au processus en cours, que nous puissions les porter donc devant le cadre permanent de concertation. Vous savez, l'attention particulière que le chef de l'État accorde à ce genre de questions, et les différentes propositions de modification de ces lois sont issues donc de ce cadre permanent de concertation. Les gens ont demandé à ce que le nombre de députés soit augmenté. Certains sont d'accord, certains ne sont pas d'accord. Ce sujet a été inscrit à l'ordre du jour du cadre permanent de concertation. Il y a eu des débuts de solutions. Aujourd'hui, il appartient donc à l'Assemblée nationale de pouvoir situer les uns et les autres si c'est opportun d'aller ou ce n'est pas opportun d'aller véritablement à cela. Il y a eu les questions de découpage électoral, de revoir tout ça là. Il y a également les modalités donc de désignation, les délais, tout ça là, qui ont été également prises en compte et qui ont été apportés à la modification de la loi qui est proposée. Il appartient également à l'Assemblée nationale parce que ni tambour battant, sans bruit au cœur également, nous sommes arrivés à avoir un début de consensus au sein du cadre permanent de concertation. Au moins, toutes les préoccupations des uns et des autres ont été portées à l'ordre du jour et des discussions ont été menées et c'est par rapport à ces discussions-là que des propositions ont été formulées qui ont été prises en compte par le gouvernement pour essayer de proposer donc des projets de modification d'un certain nombre de tests pour pouvoir aller à des élections transparentes, inclusives et puis des élections apaisantes véritablement. C'est ça l'objectif visé. Vous savez, aujourd'hui, quoi qu'on dise, le président de la République en a fait son bâton de pèlerin. C'est-à-dire que pour lui, pour pouvoir trouver des solutions pérennes à des problèmes, il faudrait dialoguer. Il faudrait dialoguer, il faudrait discuter, il faudrait qu'il y ait des cas de concertation, il faudrait qu'il y ait des échanges de concertation, il faudrait que chacun puisse donner son point de vue par rapport à un certain nombre de questions et essayer de trouver donc un milieu, essayer de trouver donc des solutions médianes, des solutions consensuelles, essayer de trouver des propositions qui aient l'assentiment ou l'adhésion de la majeure partie des acteurs. Parce que c'est à ce prix-là que nous arriverons à préserver la paix.
Il y a certains dont l'objectif c'est de pouvoir comment créer la période préélectorale, une période préélectorale bouillante, une période préélectorale qui ne soit pas tranquille, une période préélectorale mouvementée. C'est ça, certains leur objectif, certains acteurs politiques ont ça en même temps leur objectif de pouvoir mettre en place tous les artifices pour créer du bruit autour. Alors qu'en réalité, il y a des questions, on n'a pas besoin de faire du bruit. Il y a des questions, on n'a pas besoin de crier à longueur de journée. Il y a des questions qui demandent à ce qu'on s'assied véritablement, qu'on discute, qu'on trouve donc des solutions qui requièrent donc l'adhésion de tout un chacun et qu'on puisse avancer sereinement, qu'on trouve des solutions durables. Parce que quoi qu'on dise, malgré les dénonciations, au-delà des dénonciations, au-delà des critiques, au-delà des mensonges qu'on peut proférer, à un moment donné, on va se retrouver à la table de discussion. Pourquoi ne pas économiser notre énergie et se retrouver à la table de discussion pour essayer de discuter des questions d'intérêt général, pour essayer d'apporter des solutions durables à nos problèmes? Pourquoi nous voulons toujours... Est-ce que c'est ça qui fait de nous des politiciens? Le fait de crier à longueur de journée, le fait de critiquer à longueur de journée, le fait de vociférer, le fait de crier vraiment de l'embouteillage là où il n'en existe pas, le fait de créer donc des malentendus où ça ne devrait pas être. Est-ce que le dialogue, est-ce que la concertation, est-ce que les discussions entre acteurs ne doivent pas prendre le dessus sur tout cela, sur nos intérêts personnels? Est-ce que nous ne devons pas penser à l'intérêt général dans tout ce que nous faisons, même si nous sommes en politique? Est-ce que nous ne pouvons pas nous inspirer donc du président de la République en faisant du dialogue notre croix, notre chemin de croix, en faisant donc des concertations, notre outil de travail, en faisant des discussions, notre moyen de trouver des solutions à des problèmes qui nous divisent. Je pense que nous pouvons arriver, nous devons aller dans ce sens-là. Parce que moi, personnellement, je pense que nous devons économiser notre énergie à agir véritablement pour le développement de notre pays. Nous devons économiser notre énergie à travailler, à renforcer les différentes mesures qui sont déjà prises dans le cadre du développement qui est enclenché, accompagner les efforts qui sont consentis par les plus hautes autorités dans notre pays sous le leadership du président de la République. C'est possible et c'est encore possible. Mesdames, Messieurs, voilà, nous avons voulu également évoquer cette actualité-là qui a animé donc l'actualité de la semaine écoulée.